Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous sur Boursorama, nouveau numéro de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on vous parle des derniers records boursiers, notamment en Europe avec vous, Raphaël Thuer. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, déjà, on va être sincère 2 secondes, parce que peu de gens, honnêtement, ont vu venir cette hausse depuis le début de l'année sur les marchés. Tous un peu pris à revers. Le marché surprend par sa résilience. Alors on peut argumenter qu'il y a eu effectivement des nouvelles ces derniers mois plutôt positives, qui ont plutôt rassuré, un cycle de désinflation sur la fin d'année dernière en particulier, qui a été porteur, une résilience des économies et des profits des entreprises aussi, qui ont rassuré les marchés. Tout ça sur fond d'hiver clément en matière de température. Hiver clément, une crise énergétique finalement n'a pas eu lieu. Donc effectivement, il y a eu des facteurs positifs. Maintenant, on reste impressionné. Le CAC flirte avec les plus hauts historiques, à un moment où malgré tout, les signes d'inquiétude s'accumulent pour la suite et l'incertitude reste grande. Voilà, notamment cette résilience aussi de l'inflation qui surprend, une inflation qui reste collée quand même à un niveau qui est assez haut, des banques centrales qui ont durci leur discours et leur politique monétaire à venir. Ça veut dire que voilà, il y a plus de risques de récession, même si c'est moins pire que prévu au final. Voilà, les données récentes ont un petit peu infirmé ce cycle de désinflation qui s'était enclenché. Globalement, l'inflation, elle continue de surprendre à la hausse, en particulier en Europe, en particulier sur la partie cœur, non énergie, disons. Et ça, c'est un gros problème pour les banques centrales, évidemment. Cette inflation, elle doit être maîtrisée, elle doit revenir sur des niveaux plus raisonnables. Et aujourd'hui, clairement, la tendance est inversée. Donc ça va être un facteur à suivre de près. On a vu d'ailleurs le marché obligataire réagir très fortement à ces nouvelles données. La partie courte du marché s'est envolée sur les emprunts d'État. Cette partie courte, elle est très sensible aux attentes de taux d'intérêt des banquiers centraux. Qui ont été recalibrés par les marchés. Tout à fait. Ce qui montre qu'effectivement, le marché est en train d'anticiper le fait que les banquiers centraux auront du mal à relâcher la pression trop rapidement à cause de cette inflation. Donc ça, c'est une première partie. Deuxième partie, sur la partie plus longue, disons les 10 ans, là, les taux d'intérêt ont moins bougé, ont moins remonté. Or, cette partie plus longue, elle est sensible au cycle économique. Elle est sensible aux perspectives de croissance économique pour les marchés. Et là, clairement, il y a une inquiétude avec cette inversion de courbe de 10 ans qui s'accentue. Donc là, qui en général est annonciatrice, possiblement historiquement, d'un gros ralentissement, voire d'une récession. Exactement. Donc là, clairement, le marché obligataire semble vouloir s'inquiéter. Des banquiers centraux qui vont être contraints d'une part, un risque de récession et le risque de trop en faire pour les banquiers centraux qui pointent son nez lorsqu'on regarde sur la partie longue, et en parallèle à cela, des marchés actions qui restent robustes, qui flirtent avec les plus hauts. Donc là, il y a clairement une interrogation qui se pose. Bon, en termes de valorisation maintenant des actifs boursiers, on a un CAC 40 qui est proche, un petit peu en dessous de ses plus hauts historiques, et en même temps, la valorisation du CAC 40, voire même des marchés européens, n'est pas délirante. PER de 13 sur les résultats 2023, c'est pas déconnant, c'est pas délirant. Alors, sur les marchés actions, vous avez raison, on a finalement beaucoup de dichotomies, de dislocations d'une géographie à l'autre, d'un secteur à l'autre. Prenez le marché américain, il est très cher en historique, très supérieur aux moyennes historiques. Le monde dans son ensemble est assez proche des moyennes historiques. Et à l'inverse, l'Europe, vous l'avez dit, et en particulier la Grande-Bretagne, sont très décotées. Donc pour l'investisseur, clairement, il y a une dimension sélection, attention, en fonction des endroits, des secteurs, des segments, des géographies, on est plus ou moins cher. L'Europe est effectivement décotée. Maintenant, elle a quand même beaucoup surperformé depuis 12-18 mois. Cette surperformance semble vouloir se confirmer et on s'est quand même éloigné des niveaux les plus dépréciés en termes de valorisation. Je parle de 2008-2012, donc décoté comparé à d'autres segments, certes. Peu cher, très déprécié, probablement pas. Bon, qu'est-ce qui est anticipé encore une fois aujourd'hui dans les scénarios par les marchés boursiers ? Alors,
Là, on est vraiment sur une espèce de pivot en ce moment au niveau des marchés. On continue à raisonner autour de ces deux dimensions, inflation et récession. Est-ce que l'inflation reviendra rapidement à des niveaux plus raisonnables, 2% idéalement, et la récession sera-t-elle évitée? Et là, on l'a dit, on a des signaux un petit peu confus, avec un marché obligataire qui semble vouloir pricer ce hard landing, comme disent les anglo-saxons, cette idée que l'économie pourrait fortement souffrir avec une inflation qui ne reviendrait pas tout de suite. Ce que dit pas du tout le marché action. Le marché action dit autre chose. Et on va même étendre ça aux actifs risqués en général. On a certes des niveaux d'indices actions qui sont proches des plus hauts, en tout cas en Europe, des valorisations qui ne sont pas très dépréciées. Et puis vous regardez le crédit, qui est aussi un indicateur intéressant pour l'investisseur en particulier, parce que le marché action regarde ce que font les primes de risque crédit. Les primes de risque crédit, elles se sont beaucoup resserrées. Elles ne semblent plus vouloir suggérer ce risque de récession qui était beaucoup mieux anticipé dans les prix à la fin de l'année dernière. Donc là, les marchés se cherchent. On a une dichotomie entre différents marchés. Clairement, il y a de l'incertitude. On va attendre les prochaines données de l'inflation. On va écouter attentivement ce que disent et racontent les banquiers centraux sur la dynamique de resserrement et la durée pendant laquelle on puisse imaginer que la politique restrictive soit maintenue. On va regarder aussi la profitabilité des entreprises en ce début d'année. Si elle tient. La profitabilité des entreprises, qui a été un facteur de surprise qui a permis au marché de se maintenir à des niveaux élevés. On sait qu'elle est chancelante, qu'elle tient à peu de choses, qu'il y a aussi des dynamiques peut-être contradictoires qui fait que 2023 pourrait être volatile, on va dire, sur cette dimension-là. Donc beaucoup d'incertitudes aujourd'hui pour l'investisseur. Bon, quel carburant il faut pour que les marchés boursiers tiennent ou qu'ils aillent plus haut? Alors, on a fait l'exercice historiquement chez Tikehau de regarder ce que le marché, les facteurs qui permettaient à un marché d'avoir un rebond sur la durée, de vraiment avoir touché un point bas et de permettre un redéploiement agressif sur les marchés. Traditionnellement, pour qu'un marché puisse rebondir sur la durée après une période de stress comme on l'a eu, il faut que 3 facteurs soient vérifiés. Alors, number one. Premier facteur, les valorisations. Il faut que les valorisations soient dépréciées. Il est difficile pour un marché... On est en moyenne historique là. On est en moyenne historique, on peut argumenter qu'on a certes corrigé, on n'est pas encore très très déprécié, mais une partie du chemin est fait. Deuxième dimension, pour qu'un marché trouve un point bas, il faut que la macro trouve un point bas. Donc là, je schématise un peu. Traditionnellement, le marché anticipe un petit peu le point bas des indicateurs macroéconomiques. Mais il faut quand même avoir une idée que oui, ça y est, le gros de la baisse est derrière nous en termes économiques et qu'on va pouvoir rebondir. Aujourd'hui, la photo n'est pas très claire. On commence un petit peu à voir des indicateurs se déprécier, mais on n'est pas encore en récession. On a un marché de l'emploi qui est très résilient, des bénéfices d'entreprise qui ne font que seulement s'ajuster à la baisse en termes de prévision. Donc on a envie d'être un peu patient là aussi. Dernier facteur qui est très important, le marché, pour rebondir dans la durée, historiquement, doit avoir des taux d'intérêt qui se sont au moins stabilisés ou commencent à baisser. On n'y est pas encore. Le marché a beaucoup de mal à rebondir sur la durée dans un cycle de hausse de taux d'intérêt. Aucune des 3 cases est cochée quasiment. Non. Ou mal en tout cas. Mal. En tout cas, la première à peu près, et 2 et 3 non. Voilà, donc c'est pas une science, on est plus dans la magie noire là. En tout cas, on regarde, on s'inspire de l'histoire et l'histoire ne se répète pas nécessairement, mais c'est vrai que concrètement, on n'y est pas tout à fait. Alors attention, on n'y est peut-être pas si loin, les choses vont vite. Et puis beaucoup de gestionnaires sont restés à quai parce qu'on n'a pas cru en cette hausse depuis le début de l'année des bourses. Et donc, à chaque petit repli, c'est l'occasion de rentrer pour pas rater le train de la hausse. Ce qui inspire beaucoup d'humilité à tous ceux qui parlent des marchés aujourd'hui, moi le premier. Mais effectivement, on a envie de penser que on n'y est peut-être pas aujourd'hui, surtout après un rebond qui a été très significatif cette année, mais qu'on y sera peut-être dans pas trop longtemps, qu'une fois qu'on aura un petit peu plus de visibilité sur l'inflation, une fois que les primes de risque reflèteront ce risque de récession, alors là, oui, ça y est, on aura potentiellement une vraie opportunité de rentrer. Et de rentrer dans quoi ? Soyons optimistes, dans un nouveau cycle de marché où les primes de risque se seront reformées, où les taux d'intérêt partiront d'un point élevé, et on l'a vu dans les années 2010, ainsi qui
avec une croissance raisonnable et des taux d'intérêt plutôt baissiers, pourrait être très positif pour les actifs risqués. Donc regardons ça avec appétit, mais patience et prudence. Et en attendant, fini là-dessus, on fait quoi d'ailleurs en termes d'investissement? Alors, bonne question, il y a des choses à faire, hein. C'est un marché qui est très disloqué, on le voit tous les jours, il y a quand même des opportunités. On va se concentrer, première chose, sur la qualité des entreprises qui ont fait leurs preuves, qui ont des gros niveaux de marge, peu de dettes, des managements qui ont fait leurs preuves aussi. Elles sont bien valorisées, elles sont déjà chères ces entreprises. C'est un peu la surprise de l'année dernière. Elles ont sous-performé sur les actions et sur le crédit, ce qui est totalement contre-intuitif. Dans un temps de stress marqué, on imagine que cette fuite vers qualité s'opère. Ça n'a pas été le cas. Donc la qualité, c'est probablement une bonne idée, d'une part. D'autre part, c'est assez consensus, mais effectivement, faire de l'obligataire aujourd'hui redevient une option. Les rendements embarqués sont devenus assez attractifs. On parle d'investment grade à 3, 4, 5%, de haut rendement à 6, 7, 8, 9%. Donc là, on a clairement des rendements qu'on n'avait pas vus depuis de nombreuses années et qui redeviennent légitimes dans une allocation. Troisième idée pour l'investisseur, peut-être regarder un segment un peu plus technique et confidentiel qui est la dette bancaire, et en particulier la dette bancaire subordonnée, la dette de banque européenne subordonnée. Pour ceux qui subordonnés à quoi, vous diront certains? Alors, qui sont, en termes de priorité de remboursement, si défaut, moins prioritaire que la dette senior, par exemple. Cette dette, elle est très décotée, elle a beaucoup sous-performé. Vous avez du risque bancaire subordonné de grandes banques européennes dans les 8, 9, 10% de rendement par an, à un moment où les banques semblent être robustes en termes de bilan, de fonds propres, de quantité de provisions, voire même de résultats. Hein. Ça a été une très belle année 2022 pour les banques en général. Donc là, peut-être quelque chose à faire. Et puis, une dernière petite note rafraîchissante, on commence à retrouver de la valeur sur l'Europe. L'Europe qui a longtemps sous-performé les États-Unis en particulier, qui était le parent pauvre de l'investisseur pendant longtemps. On peut considérer qu'aujourd'hui, avec une décote importante comparée au marché action américain par exemple, mais c'est vrai aussi sur le crédit, avec des facteurs plutôt positifs à court et moyen terme autour d'une monnaie dépréciée, d'une sensibilité à la Chine et à la réouverture de la Chine, une sensibilité peut-être moindre aussi à la dynamique de taux d'intérêt, c'est un marché qui est moins croissant que le marché américain. Tout ça peut justifier qu'effectivement, on realloue sur l'Europe pour l'investisseur. Et puis sur le long terme, lorsqu'on regarde des méga tendances long terme liées à la déglobalisation, au réchauffement climatique et à la transition énergétique, à la relocalisation des chaînes de production, on a là encore beaucoup de facteurs qui peuvent faire penser que l'Europe a sa carte à jouer. Et c'est très rafraîchissant de pouvoir dire ça. Ce serait une bonne nouvelle. Ouais. Après des années où le marché boursier européen a sous-performé les marchés américains. Merci beaucoup. Explication signée Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci Raphaël. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.